Normalement, oui, je vais annoncer à 15 heures que c'est à 20 heures la réunion. D'accord, très bien. On y va, donc bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau cours, c'est les infections génitales hautes. Donc les infections génitales se divisent en deux parties, donc il y a les infections génitales hautes et les infections génitales basses. Donc le cours des infections génitales basses sera traité par un autre collègue. Très bien, donc en prérequis, normalement, chaque étudiant doit avoir une idée sur l'anatomie de l'appareil génital féminin, sur les infections sexuellement transmissibles et sur le spectre d'action des antibiotiques. On va commencer par une petite définition. Les infections génitales hautes, c'est des infections de l'appareil génital féminin qui regroupent trois entités très bien définies. Donc, on a les endocervicites, c'est des infections de l'endocole qui sont presque identiques aux endométrites, les salpingites et les complications des infections, c'est les abcès tubo-ovariens, les péritonites, les abcès du Douglas, etc. Donc, nous, on va traiter surtout les salpingites et les endométrites. Les endocervicites, la seule particularité, c'est par rapport aux germes qui sont responsables. Donc, vous allez les traiter quand vous allez faire les infections génitales basses, les vaginites et les cervicites. C'est quoi une salpingite? Donc, la salpingite, c'est un mot grec qui veut dire salpinx. Salpinx veut dire trompette, trompette droite. C'est une inflammation d'une ou plus souvent les deux trompes de Fallope. Donc, les trompes de Fallope, c'est les moyens, c'est le moyen qui permet aux ovules et aux spermatozoïdes de se rencontrer avec les ovocytes et donc elles permettent la fécondation et la transmission de l'œuf fécondé vers la cavité utérine. Donc cette infection, comme son nom l'indique, it ça veut dire inflammation ou infection, peut être aiguë comme elle peut être chronique. Les salpingites sont généralement aiguës, mais cette phase aiguë, elle peut passer inaperçue et donc elle passe à la chronicité. Si on une salpingite aiguë non traitée, peut passer à une salpingite chronique. Quels sont les germes qui sont en cause? Donc, on a le germe qu'on redoute le plus, c'est le chlamydia trachomatis. C'est un germe qui est typiquement intracellulaire. Il est responsable de 40 à 60% des infections des trompes. Et c'est le germe le plus fatal parce qu'il donne des lésions frustes et des complications très graves. Après le chlamydia trachomatis qui est le chef de file, donc il y a les entérobactéries, surtout l'Escherichia coli qui est un saprophyte du tube digestif, donc qui peut coloniser le vagin de façon accidentelle ou de façon ascendante quand la patiente réalise pas sa toilette vaginale, etc. Comme il peut causer des infections urinaires, donc il peut causer aussi des infections vaginales qui peuvent se compliquer de salpingite. Et ils sont responsables, les entérobactéries sont responsables de 20 à 30% des salpingites. On retrouvera de moins en moins le streptocoque, donc qui est de 10 à 30% des cas. Les anaérobies, surtout le gonocoque, le staphylocoque et les autres. Donc, en général, il y a une association entre chlamydia trachomatis et entérobactéries. Donc, le chlamydia, il infecte rarement seul la filière génitale féminine. Donc, il est le plus souvent associé aux entérobactéries. On n'a pas cité la tuberculose. La tuberculose, vous avez un cours dédié à ça. Donc, la tuberculose génitale, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la tuberculose dans les salpingites. Mais la salpingite tuberculeuse aussi, elle peut donner une infertilité, une stérilité définitive. Donc, quels seraient les signes cliniques d'une salpingite? Le chef de file,
c'est les douleurs pelviennes. Dans 90% des cas, les douleurs pelviennes existent. Donc, on ne peut pas avoir de salpingite sans douleur pelvienne. Associé à des leucorrhées dans 60% des cas. En général, c'est des leucorrhées qui sont fétides, elles sont jaunâtres, elles sont verdâtres en fonction du germe en cause. L'hyperthermie, elle existe ou elle est présente dans 10% des cas. Parfois des métrorragies, quand il y a généralement une association avec une endométrite, parce que les métrorragies en général, soit c'est des cervicides, soit c'est des endométrites. Et surtout à l'examen clinique, c'est une douleur à la mobilisation de l'utérus. Et quand on essaye de palper le cul-de-sac de Douglas ou les cul-de-sac latéraux, cette douleur, elle est très exquise, elle est révélée par le toucher vaginal. Ce toucher vaginal aussi, donc cette douleur qui est retrouvée au toucher vaginal, on la retrouve aussi comme signe quand on fait l'échographie avec la sonde endovaginale. Et on appelle le signe de la sonde endovaginale. Donc, on retient le dogme. Douleur pelvienne, leucorrhée, fièvre, égale salpingite jusqu'à preuve du contraire. Donc, parfois, la clinique, elle est fruste et on ne retrouve pas quelques signes cliniques qui vont manquer. Donc, on va s'aider des examens biologiques. Le premier examen biologique qu'on doit réaliser, c'est le prélèvement vaginal et surtout le prélèvement endocervical. Le prélèvement vaginal peut être contaminé vu la présence de plusieurs germes, parfois saprophytes, surtout si la patiente présente une vaginose, donc il y a plusieurs germes. Donc, il vaut mieux faire un prélèvement endocervical. Prélèvement endocervical standard, c'est-à-dire à l'écouvillon simple. On peut rechercher le gonocoque aussi. Sinon, on fait un prélèvement endocervical spécifique. C'est des tubes qui sont spécifiques. C'est pas un écouvillon, donc c'est une brosse pour gratter l'endocervix. Vous savez très bien que le chlamydia, c'est un germe intracellulaire, donc on ne va pas le trouver dans les leucorrhées. Et il faut vraiment aller le chercher par un grattage des cellules. Donc, on va chercher le chlamydia par PCR ou parfois on recherche le chlamydia dans les urines, aussi par PCR. Le CB des urines aussi, il fait partie des examens paracliniques obligatoires quand on a une salpingite, parce que l'association elle est le plus souvent fréquente. Plus ou moins des hémocultures si on a des fièvres avec des frissons, donc à chaque pic fébrile, ou bien s'il y a une bactériémie, on réalisera des hémocultures. Toujours dans les examens biologiques, tant qu'on a les examens qui ne sont pas spécifiques, donc on va demander une numération de la formule sanguine qui va retrouver une polynucléose avec une leucocytose, donc augmentation de taux des globules blancs, à prédominance polynucléaire neutrophile. Dans les infections non spécifiques. Dans les infections spécifiques, on a un équilibre leucocytaire qui est modifié dans le sens de la lymphocytose. On peut demander un bilan préopératoire, bien sûr, si on compte faire un geste chirurgical. Donc, les blancs, ils sont augmentés dans 50% des cas. La CRP aussi, donc elle est augmentée dans 75% des cas. Et la CRP, elle a une valeur surtout de suivi. Donc, on sait très bien que c'est une infection, donc la CRP elle sera positive. Mais pour juger l'efficacité de notre traitement, donc il faut avoir une valeur de base de la CRP afin de juger l'efficacité. Docteur, excusez mon interruption. Excusez mon interruption, mais la diapositive s'est arrêtée dans le DOM. On n'arrive pas à vous suivre. D'accord. On va revenir. Merci. Non, c'est normal. Non, on arrive à voir. Normal. Donc, c'est votre connexion qui n'est pas bonne. Donc, on a dit qu'il faut faire des examens biologiques. Donc, il y a des examens biologiques spécifiques à la recherche du germe. Donc, surtout, c'est le prélèvement endocervical. Et des examens biologiques qui ne sont pas spécifiques à la salpingite. Donc, c'est des examens biologiques qui sont
donc réalisée dans toute infection, qu'elle soit génitale ou autre. Donc, numération, CRP. Bêta-HCG, bien sûr, parce qu'on a une masse latero-utérine, parfois la douleur. Il faut toujours éliminer une grossesse extra-utérine chez une femme qui est en âge de procréer. Et surtout, les sérologies, des MST. On sait très bien que les salpingites égale à des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles. Donc, n'hésitez pas à réaliser des sérologies, HIV, hépatite B, syphilis, etc. Donc, les examens complémentaires, on peut demander une sérologie chlamydia, surtout dans les salpingites chroniques, d'accord? Dans les salpingites chroniques, elles sont bacillaires et donc on ne va pas retrouver le chlamydia, mais on va retrouver une trace du germe a posteriori. Donc, il n'a pas d'utilité dans les salpingites aigus, parce que la sérologie, elle sera négative de toute manière. Et il nécessite 2 prélèvements à 3 semaines d'intervalle. C'est comme toutes les sérologies à cause des pics IgG et IgM. Elle est généralement positive à IgA et à IgG et rarement positive à IgM. C'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée quand on a une salpingite aiguë parce que les IgM spécifiques chlamydia sont rarement positifs. Donc, d'autres examens paracliniques. On a la célioscopie. Donc, la célioscopie, en général, c'est un examen paraclinique, un outil diagnostique et thérapeutique. Donc, les indications, elles sont très bien codifiées. Donc, on ne va pas faire la célioscopie pour directement chez toute patiente qui présente une salpingite, pardon. Mais surtout s'il y a des complications liées à la salpingite, c'est-à-dire formation d'abcès, où on doit réaliser des gestes de mise à plat et de drainage. Donc, vous avez ici une trempe, voilà, qui présente une sacculation, c'est du pus, qui s'accumule au niveau de l'isthme, ça c'est l'utérus. Et là, c'est une vision vue célioscopique. Ici, vous avez l'ovaire. Et là, on a la partie ampulaire de la trempe avec le pavillon aussi qui a l'air d'inflammatoire. Donc, à côté, on a des lésions spécifiques typiques du chlamydia ou bien de la tuberculose. Donc, c'est le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Donc, vous avez ici le foie. Ça, c'est la vésicule biliaire. Et vous voyez ce voile adhérentiel entre le foie et la paroi abdominale. Ça, c'est la paroi abdominale. Donc, qui réalise l'aspect encore de deux violents, ce qu'on appelle l'aspect encore de deux violents. On va le voir dans les diapos suivantes. D'accord? Vous avez ici, c'est des corps de deux violents qui relient le foie à la paroi utérine et qui sont pathognomoniques du chlamydia. Bien, donc on va passer aux endométrites. Bon, on n'a pas dit, on n'a pas parlé de l'échographie parce que l'échographie en matière de salpingite aiguë ne retrouve rien du tout. Donc, on va voir tout à l'heure les images quand la salpingite aiguë se complique. C'est là où l'échographie retrouve tout son intérêt. Donc, l'endométrite, c'est l'inflammation de l'endomètre, comme son nom l'indique. Donc, vous avez la couche interne, bien la muqueuse, qui tapisse la cavité de l'utérus et elle est toujours d'origine infectieuse. Donc, on ne peut pas avoir d'endométrite inflammatoire. Donc, elle est toujours d'origine infectieuse. Et en général, c'est une maladie sexuellement transmissible dans 50% des cas. Donc, le problème qui se pose au niveau de l'endomètre, c'est une couche qui est renouvelable chaque cycle. Et vous savez très bien que l'endomètre, il est fait de deux parties. Donc, on a la couche fonctionnelle et la couche compacte. Si l'inflammation atteint la couche superficielle, ce n'est pas très grave. Mais si elle va atteindre la couche profonde ou la couche compacte, ça va réaliser des lésions irréversibles de l'endomètre qui peuvent donner des synéchies utérines
très très marquée et une infertilité secondaire. En général, elles font suite à une agression externe, c'est-à-dire une manœuvre endo-utérine, soit un curetage, soit un dispositif intra-utérin, soit une hystéroscopie. D'accord? Quand on manipule la cavité utérine ou on fait un geste à l'intérieur de la cavité utérine, c'est là on risque de disséminer l'infection en dehors des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il y a plusieurs formes. Donc, en fonction de la gravité de l'endométrite, il y a une endométrite légère où il y a quelques flocons troubles et une petite fièvre qui sont modifiées. Ça peut donner une infertilité. Il y a l'endométrite micropurulente modérée et la sévère. Donc, la sévère, c'est la métrite où on a une altération de la couche compacte. Et là, surtout, c'est une infertilité avec ce qu'on appelle des aménorrhées secondaires ou des hypoménorrhées avec une fièvre. Le stade ultime, c'est la pyométrie. On a un utérus qui est distendu avec carrément une aménorrhée secondaire. Il n'y a plus de couches, donc l'endomètre il est complètement lésé et on peut pas le restituer. Donc, les diagnostics, cliniquement, c'est la même chose que les salpingites, sauf que la douleur, elle n'est pas latéralisée, elle est hypogastrique. Donc, l'échographie, par contre, dans l'endométrite, elle retrouve tout son intérêt parce qu'elle va montrer un endomètre qui est hyperéchogène. Donc, ici, vous avez une image échographique qui montre un dispositif intra-utérin. Vous voyez ici des images hyperéchogènes qui signe une atteinte endométriale, c'est l'endométrite. C'est un DU qui s'est déplacé, donc il n'est pas situé, le fond utérin il est là. Et là, on voit très bien qu'il y a des foyers d'endométrite. La deuxième image aussi, donc vous avez ici une image hyperéchogène au niveau de l'endomètre, ça c'est l'utérus. D'accord. Et ici, on a une image typique hyperéchogène d'une endométrite. On peut réaliser une hystéroscopie en dehors de la phase aiguë. Donc, s'il n'y a pas de signe infectieux, en général, les endométrites chroniques, on les met en évidence par une hyperémie, par des polypes endométriaux qui sont pathognomoniques d'une infection endométriale. On réalise des biopsies et on peut trouver des germes en culture. Donc, après les endométrites, on a les complications, c'est les abcès, Pio-Salpinx ou bien les synéchies. Donc, ici, l'échographie, elle retrouve tout son intérêt, qui va mettre en évidence des images mixtes, anéchogènes, échogènes. Ici, la trempe, elle est augmentée de volume, elle est visualisable. À l'état normal, pardon, on ne peut pas voir la trempe sur une image échographique. Mais si elle est pathologique, on pourra la voir. Vous voyez ici les ostrations de la trompe avec un contenu qui est hypoéchogène, finement échogène typique de PU, d'accord, associé à des abcès au niveau des ovaires. La même chose ici, c'est un abcès ovarien qui signe une annexite. Là aussi, c'est la même chose. C'est un ovaire qui est augmenté de taille. Et ici, vous avez une trempe avec un Pio-Salpinx typique, un épaississement des parois de la trempe et un contenu hétérogène. La même chose, donc quand vous avez un Pio-Salpinx, un épaississement des parois avec un contenu échogène. Donc, si on va essayer de résumer les caractéristiques des infections génitales hautes, compliquées et non compliquées. Donc, à l'interrogatoire, pour les IGH non compliqués, il y a des facteurs de risque. Les IGH compliqués, les facteurs de risque vont disparaître. Les signes fonctionnels sont présents dans les IGH non compliqués, c'est-à-dire aigus. Donc, vous avez la douleur, les leucorrhées, les métrorragies, les signes fonctionnels urinaires qu'on a déjà cités auparavant. Mais quand vous avez une complication, ça veut dire qu'on a passé la phase aiguë et on est en phase de complication. L'examen physique,
Pas de défense. On peut avoir une petite douleur de l'hypocondre droit. Et par contre, la mobilisation utérine, elle est douloureuse. Dans les formes compliquées, on peut avoir une défense et surtout le syndrome inflammatoire qui va venir en premier lieu avec l'hyperleucocytose. Donc, la microbiologie, elle est identique. Donc, on va rechercher les IST par PCR, on va faire des prélèvements et surtout, on va prélever le partenaire. L'échographie pelvienne, ici, on peut avoir une atteinte tubaire seule, mais qui ne sera pas très visible à l'échographie. Mais quand l'IGH est compliqué, on peut avoir des abcès pelviens avec des épanchements troubles au niveau du Douglas. Le diagnostic différentiel des IGH non compliqués se pose surtout avec l'infection urinaire dans sa forme symptomatique et la grossesse extra-utérine. On a dit tout à l'heure qu'il faut demander un taux de bêta-HCG. Par contre, les IGH compliqués, le diagnostic différentiel se pose avec les appendicites aigus, surtout dans la forme de péritonite appendiculaire, ou bien le plastron qui ressemble beaucoup aux abcès, au pyosalpinx, pardon. Les kystes ovariens et la grossesse extra-utérine, toujours à éliminer devant une masse latéro-utérine. Donc le traitement, on va le voir tout à l'heure. Et les complications, des compliquées, donc on peut avoir une PLV péritonite, un choc septique, une stérilité, une grossesse extra-utérine et des algies pelviennes chroniques. Donc je vous ai mis ce petit tableau surtout pour vous faire un petit rappel sur les infections sexuellement transmises. Comme ça, vous allez faire la part des choses. Et surtout, le plus fréquent, c'est le chlamydia, neisseria et le germe de la syphilis, c'est le Treponema pallidum. Et vous voyez que le chlamydia, ici, c'est lui qui est responsable des salpingites. Par contre, le gonocoque, il donne beaucoup plus de cervicite et d'endométrite, et exceptionnellement les salpingites. Très bien, donc voilà. On va passer au traitement. Alors, je pense que j'ai fait une petite... Alors, le traitement. Première plaque. Excusez-moi. Je voulais laisser le traitement à la fin parce qu'en réalité, c'est presque la même chose par rapport aux antibiotiques, etc. Donc, voilà. Donc, le traitement, on sait très bien que les pénicillines ne sont pas actifs sur le chlamydia. Le chlamydia, c'est un germe qui est intracellulaire, donc il résiste dans 25 à 40% aussi pour les entérobactéries. Donc, Escherichia coli, elle est devenue résistante aux bêta-lactamines, surtout aux pénicillines, pardon. Les céphalosporines aussi de troisième génération sont inactifs sur le chlamydia et surtout sur les anaérobies. Les fluoroquinolones sont actifs sur le chlamydia et les anaérobies. Et ils sont aussi efficaces par voie orale que par entérale. Ça, c'est un élément qui est très important parce que dans le temps, traiter les salpingites par voie veineuse, et donc ça nécessitait une hospitalisation. Et actuellement, une salpingite non compliquée peut parfaitement se traiter en ambulatoire. Donc, les tétracyclines aussi, ils ont trouvé leur efficacité sur le chlamydia, mais ils sont moins efficaces que les fluoroquinolones. Donc, les fluoroquinolones, ils sont de première intention. Et il faut se méfier des infections associées. Donc, il faut toujours se mettre en tête que le chlamydia, il est rarement seul. Il est le plus souvent accompagné avec d'autres germes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En première intention, on commence toujours par une biantibiothérapie parentérale probabiliste, en attendant le prélèvement. Donc, on va réaliser notre prélèvement dos cervical et on va commencer rapidement notre bithérapie parentérale probabiliste. Cette bithérapie probabiliste va être maintenue pendant 48 heures ou 24 heures après l'obtention de la pyrexie. Donc, dès que la fièvre chute, donc on n'a plus de fièvre, on va maintenir 24 heures. Et par la suite,
on aura les résultats de notre prélèvement et on réajustera en fonction de du germe en cause. Donc, en général, on donne de l'augmentin associé à l'oflocète. Donc, c'est des fluoroquinolones. L'augmentin, c'est une bêta-lactamine associée à l'acide clavulanique. Donc, pour éviter les souches d'Escherichia coli qui sont sécrétantes de bêta-lactamase. Si la patiente présente une allergie aux pénicillines, donc on passe directement à la dalacine associée à l'oflocète par voie orale. Très bien. Donc, puis on va adapter au germe et à l'antibiogramme Péros. Si le chlamydia n'est pas retrouvé, on n'a pas trouvé de germe, donc on va donner directement de l'augmentin avec de l'oflocète pendant 3 semaines. Donc ça, ce qu'on appelle des salpingites blanches, c'est-à-dire on n'a pas trouvé de germe, on va donc adopter le protocole augmentin oflocète pendant 3 semaines. Donc c'est un traitement de 21 jours par voie orale. Donc la voie parentérale est réservée aux formes compliquées. Donc quand vous avez des bactériémies où on risque d'avoir des septicémies à porte d'entrée génitale, c'est là où on va préconiser la voie parentérale avec une hospitalisation. La surveillance, donc elle est clinique. On va surveiller la douleur, la disparition de la douleur et la disparition de la fièvre. Elle est biologique, on a dit que la CRP elle a une valeur donc prédictive sur la surveillance. Donc si on est efficace, donc la CRP elle va régresser. Aussi la numération de la formule sanguine, donc on va regarder les blancs et on va voir la cinétique des blancs et surtout de l'hyperleucocytose liée à polynucléaire neutrophile. Et on va demander un contrôle après 3 semaines. Donc systématique, il faut voir la patiente après 3 semaines pour voir si elle a très bien répondu au traitement et s'il n'y a pas de séquelles. L'élément le plus important dans ces infections génitales hautes, c'est la prise en charge du partenaire. Ça ne sert à rien de traiter la patiente si on ne traite pas son partenaire. Donc, il faut réaliser une CPUR à la recherche du chlamydia par PCR de façon systématique. Et on va donner un traitement antibiotique minute à base de Citromax. Donc, c'est des macrolides. On va donner 4 comprimés en une seule prise pour ne pas être très astreignant par rapport à la prise et l'observance. Voilà, donc on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, ils seront les bienvenus.